En 1888, dans le quartier de Whitechapel, en Angleterre, un premier meurtre a marqué le début d'une série. Alors que des schémas similaires commençaient à apparaître dans différentes ruelles, la peur s'est rapidement emparée de toute la ville de Londres. Scotland Yard a immédiatement lancé une chasse à l'homme de grande envergure, mais le tueur disparaissait à chaque fois, ne laissant que des traces. Et au centre de tout cela, il s'agissait d'un individu non identifié connu sous le nom de Jack Leventreur. En 1888, la population de Whitechapel, un bidonville des Londoniens, atteignait près de 80 000 habitants. Les maisons d'hôtes communes pour les accueillir, au nombre total de 233. Chaque soir, plus de 8500 personnes attendent dans des files d'attente interminables pour obtenir un simple lit pour 4 pence seulement. Ceux qui n'ont même pas pu obtenir ça, ils ont dû passer la nuit à même le sol froid des ruelles. À l'époque, le taux de mortalité infantile à Whitechapel était de 55%. Un enfant sur deux mourait souvent avant d'atteindre l'âge adulte. Même les survivants, dans des ruelles où régnait l'alcool et la violence, ils devaient lutter pour survivre chaque nuit, alors que des cas similaires s'accumulaient dans les archives de la police. Malgré les cris entendus chaque nuit, il était rare de trouver un voisin qui réagisse. L'indifférence aux cris des voisins était déjà devenue une réalité quotidienne, tandis qu'un épais smog et un brouillard provenant de la combustion du charbon recouvraient constamment le quartier de Whitechapel. La faible lueur des lampadaires à gaz dans les rues la nuit ne faisait que réduire davantage la visibilité. Plus de 1200 travailleuses du sexe ont été recensées. La plupart devaient se réfugier dans les ruelles tous les soirs pour payer leur logement. Il n'existait guère d'autre option pour survivre à cette époque, fondée sur des valeurs chrétiennes. L'époque victorienne mettait l'accent sur la modestie extérieure et la pureté morale. Derrière cela, ceux qui recherchaient de tels services restaient à l'extérieur de ces ruelles. Au sein de cette structure, ces femmes étaient socialement mises à l'écart. À Spitalfields, en bordure de Whitechapel, il existait des colonies labyrinthiques appelées Rockeries. Des dizaines d'impasses s'enchaînaient les unes aux autres. Dès qu'un étranger pénétrait dans ces passages, ils ont rapidement perdu le sens de l'orientation et ont eu du mal à s'échapper. D'après les archives de la mairie de Londres, certaines zones étaient déjà classées comme introuvables. Suivre les déplacements d'une personne, il était pratiquement impossible de retrouver celui qui avait disparu dans les ruelles. Au milieu des années 1880, démolition à grande échelle pour la construction de voies ferrées à grande échelle ont envoyé des résidents déplacés à Whitechapel. La population déjà saturée a été encore plus comprimée. Dans ce contexte, les patrouilles de police n'ont pas réussi à suivre le rythme des changements. À mesure que les angles morts au-delà de la surveillance augmentaient, l'équilibre du contrôle a lentement commencé à se rompre. En juillet de la même année, protestant contre les bas salaires et les conditions de travail dangereuses, des femmes travaillant dans l'usine d'allumettes beauvoisine a mené la grève des allumetières. Alors que les forces de sécurité se concentraient à Bow pour réprimer la grève, des lacunes ont commencé à apparaître dans les patrouilles de Whitechapel. Ces failles de sécurité, superposées sur un terrain complexe, se sont rapidement concrétisées en événements réels. Le 31 août, à 3h40 du matin, l'agent Ney, patrouillant à Bucks Row à Whitechapel, nous avons trouvé une femme effondrée sur la route. Aperçue à proximité une heure seulement avant sa découverte, elle était entrée dans la ruelle pour trouver les 4 penses nécessaires à l'hébergement pour être tuée durant ce court laps de temps. Il s'agissait de Mary Ann Nichol, une mère de 5 enfants âgés de 43 ans. Sur les lieux, des entailles mortelles à la gorge et des mutilations précises du corps ont été confirmées. Même dans les ruelles étroites et les zones d'habitation denses, aucun signe de résistance n'a été constaté et le crime est passé inaperçu aux yeux de tous ceux qui se trouvaient à proximité. En fait, juste avant l'arrivée de la journée, même 2 voitures passant à quelques mètres de là, je n'avais pas réalisé que c'était un corps humain. Cela signifiait qu'en une heure environ, le tueur a mené à bien l'ensemble du processus. Approche, attaque et fuite. Plus tard, le docteur Reisera, qui a pratiqué l'autopsie, il a été constaté que les entailles avaient été faites délibérément avec un seul outil. Même lorsque la police a sécurisé les lieux, aucune trace n'a été laissée dans les environs. La police traitait cela comme un cas isolé, mais les jours plus tard, le même mode opératoire criminel a été utilisé. Ce phénomène s'est reproduit, marquant un nouveau tournant vers 6h00 du matin le 8 septembre, dans la cour arrière du 29 rue Cambrai. Le corps d'Annie Chapman, âgée de 47 ans, a été retrouvé. Elle vivait dans des pensionnats après son divorce. À l'aube de l'incident, à son propriétaire, elle a dit qu'elle n'avait pas les 4 pences et est partie dans la ruelle, retrouvée assassinée quelques heures plus tard, son corps. Elle présentait des coupures à la gorge et de graves lésions abdominales. Sur les lieux, il manquait des parties du corps et 2 pièces de monnaie et des fragments de papier gisaient à ses pieds. Bien que les enquêteurs aient considéré ces objets comme appartenant à Chapman, qui s'était été lâchés pendant le crime ou placés intentionnellement, cela n'a pas été confirmé. C'est dans cette affaire que les conditions spécifiques du crime ont été mises en évidence pour la première fois. Le docteur George Baxter Fig, qui a pratiqué l'autopsie, estimation de l'arme du crime basée sur l'ablation de parties spécifiques et la connaissance de l'anatomie. À l'aide d'un couteau tranchant de moins qu'1 à 20 cm de long, les signes d'élimination sélective en peu de temps, ce qui rendait difficile
difficile de le considérer comme un crime accidentel. Par conséquent, les chirurgiens ou les étudiants en médecine à Londres et les bouchers ont commencé à être cités comme des catégories suspectes probables. Au lieu d'une destruction chaotique, seulement une direction précise et des mutilations à motifs étaient encore visibles sur les lieux. Ceci, comparé aux meurtres survenus à peu près au même moment comme Emma et Elizabeth Smith, les agressions aléatoires dans l'affaire Morpeth Abraham a montré un schéma nettement différent. La police s'est finalement concentrée sur des groupes possédant des compétences spécifiques, placé les médecins et les bouchers sur la liste des suspects. Cette enquête s'est rapidement répandue dans la société grâce aux médias. Début septembre, par le biais des journaux londoniens, les meurtres en série de White et Capel ont fait l'objet d'une couverture médiatique concurrentielle, alors que des rumeurs non confirmées et des secrets d'enquête fuyés. Des tensions sont apparues entre la police et la presse au sujet du contrôle de l'information. Finalement, ces événements ont dépassé le simple cadre des crimes violents, plongeant tout Londres dans la terreur. Le 27 septembre, une lettre écrite à l'encre rouge est arrivée à l'agence centrale de presse. La lettre oblitérait le 25 septembre. Cela a commencé par une moquerie flagrante des enquêteurs, se terminant par la signature « Bien à vous, Jacques Léventreur ». À l'époque, la police avait conclu à une farce ou à un acte d'imitation, ne pas la considérer comme une piste sérieuse pour l'enquête. Cependant, aux premières heures du 30 septembre, 3 jours plus tard, 2 meurtres successifs ont eu lieu à Londres en une seule nuit, plongeant la ville dans un chaos incontrôlable. À 0h35, Israel Schwartz, qui passait près de Berners Street à ce moment-là, il a témoigné avoir vu une femme être brutalement bousculée par un homme. Environ 25 minutes plus tard, à H00 du matin, Louis James Schutz, un intendant de club de la région, il conduisait sa charrette dans la cour de Deptford lorsqu'il a découvert le corps d'Elizabeth Street, âgée de 45 ans, se déplaçait d'un gîte à l'autre pour survivre. Elle tenait un pâté de bonbons dans sa main gauche et des fleurs dans l'autre lors de leur découverte. Ces circonstances ont été évoquées comme une possibilité qu'elle avait été en contact avec quelqu'un juste avant sa mort. La cause du décès était une coupure à la gorge. Mais contrairement au cas précédent, aucune autre mutilation n'a été constatée. La police a suggéré que le crime avait été interrompu par des facteurs externes, en supposant que le tueur se soit déplacé dans une zone voisine juste après avoir été dérangé. 40 minutes seulement après ce choc, un autre corps a été découvert. À 1h35 du matin, à l'entrée de la place Mitre, Joseph Lawrence. J'ai aperçu un homme qui discutait avec Catherine Eddowes. L'homme a été décrit comme ayant une trentaine d'années et une moustache brune, et cette observation devint la référence pour les événements ultérieurs. 10 minutes plus tard, à 1h45 du matin, lorsque l'agent Walken a patrouillé à nouveau dans la même zone, le corps d'Eddowes a été découvert. L'anxiété sociale s'intensifiant en raison des meurtres en série, les intervalles entre les patrouilles avaient été réduits à 10 minutes. On estime que le crime a été commis dans un laps de temps extrêmement court d'environ 10 minutes. La scène révélait également une entaille à la gorge, l'ablation d'organes spécifiques, mutilation faciale et des incisions à l'oreille. Étant donné que cette mutilation s'est produite en peu de temps, certains membres du personnel médical ont suggéré un certain niveau de compétence, quant à savoir si cela pourrait être considéré comme une expertise anatomique. Les opinions restaient partagées en raison du brouillard épais et de la configuration urbaine complexe. Les crimes et les mouvements se sont poursuivis sans être facilement découverts. Entre-temps, les affaires Street et Eddowes ont été prises en charge par la police métropolitaine et la police de la City de Londres, appartenant à différentes juridictions administratives, ce qui a entraîné des retards dans le partage mutuel de leurs informations. De ce fait, les enquêteurs n'ont pas immédiatement établi de lien entre les deux affaires. Ils ont exprimé de la confusion dans leur première réponse. À 2h55 le 30 septembre, sur le sol de l'entrée d'un immeuble de la rue Causton, on a découvert un morceau de tablier taché de sang. Il s'agissait d'un morceau du tablier de Catherine Eddowes, la victime assassinée. Une phrase écrite à la craie restait sur le mur juste au-dessus. Les Juifs sont les hommes qu'on ne blâmera pour rien. Les enquêteurs présents sur les lieux ont suggéré de préserver l'écriture manuscrite et du texte à travers la photographie avant l'aube. Cependant, le commissaire Charles Warren de la police métropolitaine, ils ont refusé, craignant des émeutes antisémites et une aggravation du sentiment public, avant même l'aube. Il a ordonné que la phrase inscrite sur le mur soit immédiatement effacée. Avec cette décision, le message direct laissé par le tueur a disparu à jamais, et les éléments de preuve lui permettant d'éclaircir l'affaire, des paramètres tels que l'écriture a créé ou la pression des assassins ne pouvaient plus être analysés. Au final, seules des phrases incomplètes ont été reconstituées, d'après les témoignages des témoins consignés dans les rapports de police. Le 1er octobre, une carte postale avec le surnom du tueur, une lettre signée Sophie Jackie, signifiant effrontée et audacieuse, a été reçue. Le document mentionnait directement le double événement de la veille, contenant des propos se moquant du processus d'enquête, et l'écriture a été confirmée comme correspondant à celle de la lettre Cher Patron. La police métropolitaine a rendu publiques les informations manuscrites des deux lettres, et a distribué 90 tracts dans tout Londres à la recherche de conseils. Cependant,
Cela a donné lieu à plus de 1000 lettres anonymes affluant vers les autorités chargées de l'enquête en quelques jours, mélangeant canulars et fausses informations. Cela a provoqué le chaos, rendant même les indices valables difficiles à identifier. Finalement, les enquêteurs ont été débordés. Démêler le vrai du faux parmi d'innombrables témoignages anonymes, consommant des ressources et du temps limité. Le 3 octobre, des copies des lettres étaient affichées dans les gares de Whitechapel. Le public a officiellement découvert le nom de Jacques Léventreur. Les journaux londoniens imprimaient à plusieurs millions d'exemplaires par jour. Il a exposé son nom à plusieurs reprises, semant la peur. Alors que des détails non confirmés se répandaient également, l'affaire a pris des proportions gigantesques comme une légende urbaine. Au milieu de cette anxiété sociale et de ce chaos, pour combler la lacune en matière de sécurité, le 6 octobre, le comité de vigilance de Whitechapel, dirigé par George Lusk, fut créé et commença à patrouiller la nuit. 10 jours après la création de l'organisation, à l'intérieur d'un collier livré au domicile de Lusk, une partie d'un corps humain a été découverte, et la lettre jointe ne contenait que 3 mots. De l'enfer. À l'époque, les lettres Cher Patron et Jackie la coquine, leur crédibilité était incertaine en raison de l'implication des médias et des canulars. Cependant, l'ordre a été livré avec la lettre de l'enfer, a été identifié comme humain lors de l'examen du Dr Thomas Openshaw, et dire que cela correspond aux circonstances de la partie manquante du corps de Catherine Eddowes. Il n'a jamais été confirmé qu'il s'agissait du même. Parmi les preuves matérielles et les innombrables lettres de renseignement, il devint impossible de discerner les véritables traces du tueur. Et l'enquête s'est enlisée. Le 8 novembre, le commissaire Charles Warren a démissionné, ce qui entraîne un changement de direction. Mais le lendemain matin, à Middlesbrough, une scène plus extrême qu'auparavant a été découverte. Vers 4h du matin, la voisine Elizabeth Prater a entendu un cri de meurtre. Elle ne bougea pas de son lit. Elle a ensuite témoigné de la situation devant le tribunal. Le cri, enfoui sous l'engourdissement quotidien, ne suscita aucune réponse. Et le dernier moment pour intervenir sur les lieux disparut dans le silence de l'aube. Le 9 novembre à 10h45, environ 6h30 après l'incident survenu au 13 Middlesbrough, l'assistant du propriétaire est arrivé pour percevoir le loyer à payer. Il n'y eut aucune réponse de l'intérieur et la porte était verrouillée. Il a regardé par la fenêtre et a immédiatement appelé la police. Mais dans les registres officiels, aucune description précise de ce qu'il a vu derrière la vitre n'a subsisté. Même certaines déclarations de la police ont été gardées confidentielles au tribunal. La scène est restée une observation non officielle. Et ce qui s'est passé derrière les portes closes de Middlesbrough, cela reste un mystère encore aujourd'hui. Le bref rapport laissé par le docteur Thomas Bond, qui a pratiqué l'autopsie, était choquant. Le corps de Mary Jane Kelly, âgée de 25 ans, a été retrouvé sur le lit, bien plus mutilé que dans les cas précédents, au point qu'elle était à peine reconnaissable. Les enquêteurs sur les lieux ont confirmé que des parties du corps étaient séparées et manquantes, et les organes perdus n'ont été retrouvés nulle part dans la pièce. L'espace et les conditions de cette affaire différaient des 4 précédentes. Le crime a eu lieu à l'intérieur, à l'abri des regards extérieurs, à réduire le risque d'intervention et supprimer les contraintes de temps. Cela suggérait que le degré et l'extrême gravité du même crime, cela pouvait varier en fonction du temps et de l'absence d'interférence. Les universitaires ont proposé 2 analyses à ce sujet. Selon notre interprétation, les actes extrêmes se sont exprimés à mesure que les contraintes de temps disparaissaient. Une autre interprétation est que même le contrôle minimal maintenu, la série de crimes s'est complètement effondrée. Cependant, aucune des 2 affirmations n'a été confirmée par des preuves matérielles. Finalement, ce cas a été enregistré comme celui de la dernière victime. Des 5 canoniques, les 5 victimes principales, officiellement reconnues dans le cadre des meurtres en série de Jacques Léventreur. Le corps de Kelly a été découvert 24 heures plus tard, après la démission du commissaire Charles Warren, après le 9 novembre. Les incidents présentant le même schéma que les 5 canoniques n'ont plus été consignés. Cependant, les décès à Whitechapel n'ont pas complètement cessé. En décembre de la même année, Rose Millet est décédée et en juillet 1889, Alice MC Kanzi fut victime d'un crime. La police a exclu les 2 affaires de l'enquête sur épée, faisant valoir que les techniques de détenu et les schémas de mutilation différaient. Pourtant, le danger et l'angoisse persistaient. Les questions concernant les raisons pour lesquelles le tueur a cessé de tuer ont convergé vers 3 possibilités. Le décès qui suspecte, son départ de Londres ou son emprisonnement, et son suicide. Mais il ne s'agissait que d'hypothèses spéculatives non confirmées, sans preuve matérielle ni consensus définitif. Fin novembre 1888, le ministère de l'Intérieur britannique a publié une lettre officielle refusant de verser une récompense. De faux témoignages plongeaient l'enquête dans le chaos. Et l'enquête avait atteint ses limites. Les expériences de pistage menées avec les chiens de Saint-Verbin et de Logo ont également échoué. Au milieu du labyrinthe complexe de ruelles et de traces laissées par des milliers de personnes, identifier le parcours du tueur était pratiquement impossible. Finalement, la seule chose qui restait certaine, le fait que le mode opératoire de Jacques Léventreur SCC était significatif. Depuis lors, les tentatives des autorités d'enquête, les efforts pour appréhender Jacques Léventreur se sont poursuivis en 1894. Un rapport interne rédigé par le commissaire adjoint Melville McNaughton, connu sous le nom de Memorandum McNaughton, 3 suspects principaux ont été identifiés. Montague John Druitt, qui a disparu juste après.
Le dernier cas a été retrouvé mort dans la Tamise fin décembre. Aaron Kosmaski, un coiffeur juif vivant à Wettekepel, qui a attiré l'attention en raison de sa grave maladie mentale et la haine des femmes. Et Michael Ostrog, un médecin russe ayant un casier judiciaire, réputé pour leurs tendances dangereuses et leur connaissance médicale. Tous trois étaient suspectés pour des raisons différentes, mais aucune preuve matérielle et décisive ni aucun indice ne permettait de les relier à ces affaires. Par ailleurs, dans les notes personnelles de l'inspecteur principal Donald de Sonson, les soi-disant marginalia de Sonson désignaient Kosmaski, déclarant qu'un témoin juif avait identifié le meurtrier mais avait refusé de témoigner, ce qui conduit à un échec des poursuites. Cela aussi n'a apporté aucune aide réelle à l'enquête. Le 13 février 1891, sous une arche de chemin de fer à Wettekepel, le corps de Frost Cole a été retrouvé avec la gorge tranchée, ce qui a préféré de remettre en marche une dernière folle dernifiée d'enquête. James Sadler, un marin qui avait bu avec elle juste avant son meurtre, a été arrêté après avoir été retrouvé près des lieux, vêtu de vêtements tachés de sang. Il a été identifié comme principal suspect, mais aucune accusation n'a été portée faute de preuves suffisantes. Suite à cette affaire, le groupe de travail sur les tueurs en série a été officiellement dissous et le dossier meurtre de Wettekepel a été fermé par Scotland Yard, le quartier général de la police métropolitaine. Finalement, les noms révélés lors de l'enquête n'ont permis d'établir aucun lien, ne restant que des possibilités isolées. En 2002, on a tenté de clarifier cette affaire vieille d'un siècle en utilisant la science moderne. Patricia Conwell, romancière policière, ADN extrait des timbres des lettres chères Patro et a entrepris une analyse approfondie les comparant à des échantillons de l'artiste Walter Sicker. La contamination des preuves par leur passage entre d'innombrables mains et les limites de conservation des documents de cette époque étaient évidentes. Les résultats scientifiques n'ont fait qu'attiser la controverse. Et cette tentative n'a pas non plus permis d'obtenir de preuves définitives. En 2014, un châle, un long vêtement d'extérieur porté sur les épaules, l'objet a attiré l'attention car il était présumé appartenir à Catherine Edwards. Russell Edwards, un homme d'affaires britannique et détective amateur. J'ai acheté le châle aux enchères en 2007 et avec Jerry Ullenen, un expert en génétique. À l'université John and Moores de Liverpool, nous avons comparé l'ADN extrait avec celui des descendants d'Aaron Kosmaski. Des affirmations selon lesquelles l'ADN mitochondrial correspondait à suggérer une percée potentielle dans cette affaire, mais il n'a même pas été confirmé si le châle appartenait réellement à Edwards. Des réfutations académiques concernant les méthodes statistiques et l'authenticité de l'échantillon ont suivi. Même la théorie concernant Aaron Kosmaski, le principal suspect, est bloquée par la fiabilité du témoin et la décision initiale de ne pas engager de poursuite. La théorie concernant Montague John Druitt est purement circonstancielle, fondée sur la proximité de sa mort avec la fin des crimes, car il n'existe aucune preuve matérielle permettant de relier les deux. D'innombrables hypothèses, y compris la théorie du complot concernant la famille royale, s'affrontent, chacun affirmant sa propre logique. Mais les preuves définitives restent difficiles à obtenir. Aujourd'hui, à Wettekepel, des visites nocturnes liées à l'affaire sont organisées régulièrement. Les touristes déambulant sur les lieux où les crimes ont eu lieu vivent les événements de visu. Même aujourd'hui, 137 ans plus tard, l'identité du tueur non identifié reste un mystère qui a plongé Londres dans la terreur. Jacques l'Éventreur demeure un mystère non résolu.